Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Alors effectivement, comme le disait Jean-Christophe, j'ai travaillé sur l'événement RMS Conf en 2012, ce qui moi me rajeunit pas. Je n'ai pas l'impression d'être très vieux, mais quand même. Et puis après RMS Conf, je suis parti travailler chez Mazars. Et après 2 ans passés chez Mazars, je suis allé faire un projet qui me rapproche un peu de la thématique dont on va parler. Je suis parti au Sénégal, former des jeunes à l'entrepreneuriat social. Et je suis de retour en France depuis peu de temps. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté la proposition de Jean-Christophe d'animer ce panel auquel j'aurais de toute façon participé dans le public, et c'est celui-là que j'aurais choisi si j'avais dû choisir un panel. Je vais vous présenter et laisser nos 4 invités se présenter. Alors on a des profils assez différents, je pense que ça va être sympa de vous faire dialoguer. On va commencer avec Françoise Dany. Alors le titre est pas le bon, je crois, toujours sur la slide, je vais vous laisser les rectifier. Je suis responsable de l'Executive Education et de la relation entreprise à Lyon Business School. Merci. David? Oui, bonjour, je suis David, membre fondateur de l'École démocratique de Paris. Pardon. Ouais. Bonjour, je suis Norbert Jaff-Nadir, responsable parcours et alternance au sein de Simplon.co. Bonjour, Raphaël Gauthier, directrice carrière et partenariat entreprise pour HEC Paris. Alors, ce que je vous propose pour cette séance, on en avait discuté, c'est de passer d'abord 3, 4, 5 minutes maximum chacun pour décrire votre activité, votre parcours, ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, et quelle est votre compréhension de ce thème-là, de comment former les talents de demain, avec une contrainte dans votre exposé à chacun. Alors pour certains, on sait déjà, mais qui est de nous dire quel type de personnes vous recevez dans vos cursus, dans vos formations, et quel type de personnes, de profil sort de vos formations. Un peu, comment vous transformez les gens? Est-ce que vous les transformez? Voilà, je rajoute cette contrainte à laquelle vous n'aviez pas encore réfléchi. Et puis après, on essaiera de... Alors j'aimais bien le terme de Norbert qui disait on va essayer de danser ensemble. Et donc je vais vous faire interagir. Et enfin, on aura 10 petites minutes sur les questions-réponses. Norbert, est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. Vas-y. De toute façon, j'ai pas l'impression d'avoir le choix de toute façon. Donc du coup, je m'appelle Norbert Jaff-Nadir, je suis responsable parcours et alternance au sein de l'organisme de formation Simplon.co. Simplon.co, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme de formation qui est labellisé Grande École du Numérique, qui fait partie de la France s'engage, de la French Tech, et qui travaille en fait avec tous les plus grands acteurs de l'économie numérique française. Simplon.co a maintenant 4 ans d'existence, on est un jeune organisme de formation. Et pour autant, cet organisme de formation aujourd'hui a une représentation sur le territoire national qui est, à mes yeux en tout cas, complètement dingue. Je vais rentrer dans le détail de ça juste après, mais je vais surtout vous parler dans un premier temps de la naissance de Simplon. Simplon en fait est né d'un constat initial qui est extrêmement simple. Le premier, c'est de se dire que les métiers du numérique sont des métiers porteurs d'avenir, porteurs d'emploi, et qui sont clairement en fait des métiers qui demain pourront favoriser l'accès à l'emploi de profils qui sont sous-représentés dans les métiers du numérique. Et du coup, ça me permet de parler de nos profils indirectement. Aujourd'hui, l'éducation nationale fait un travail extraordinaire qui répond aux besoins de 80% des étudiants qui sont en formation actuellement. Mais à côté de ça, on a 20% de personnes qui, au final, ne se retrouvent pas dans la pédagogie qui est mise en place dans ces centres de formation. Du coup, l'idée a été de se dire, essayons de transformer la pédagogie et de voir la pédagogie d'une autre manière en allant chercher justement ces profils qui sont sous-représentés. Mais du coup, quels sont ces profils-là ? Aujourd'hui, il y a les femmes, 15% de femmes dans les métiers techniques du numérique. À Simplon, on en a 31%. C'est des personnes qui ont peu ou pas de diplôme, peu ou pas d'expérience professionnelle, des personnes qui ont pu avoir eu un parcours de vie difficile, des personnes qui sont réfugiées politiques statutaires avec autorisation de travail, des personnes qui sont sujets au handicap, etc., etc. Donc du coup, pour répondre à ces besoins différents de profils certifiés différents, parce que les formations de Simplon sont certifiantes avec un titre du ministère de l'Emploi, du coup, il fallait penser une autre pédagogie. Et on s'est basé en fait sur la pédagogie différenciée, sur les 4 piliers de la pédagogie différenciée. Dans un premier temps, repenser les environnements de travail. Ça fait le pont avec le sujet qui était juste avant. Au final, si vous venez à Simplon, vous verrez qu'en fait, ça ressemble à tout, sauf à un espace de formation. L'idée, c'était justement en fait de calquer le modèle des nouvelles entreprises du numérique, ou tout du moins, en tout cas, des méthodes d'organisation des entreprises du numérique. Dans un second temps, l'idée, ça a été justement de se poser la question des contenus. Et du coup, de repenser les contenus, non pas dans un idylle pédagogique, mais surtout de répondre aux besoins des attentes des entreprises qui, derrière, vont recruter nos profils. Et enfin, ça me permet également de faire le pont, de me dire que la méthode de travail à Simplon répond justement aux enjeux de la mise en application métier une fois en entreprise. Et du coup, en fait, les apprenants sont constamment mis en situation de production. Et la production est le dernier pilier de la pédagogie différenciée. Du coup, chaque apprenant
toutes les semaines, toutes les 2 semaines, sera mis en situation de production avec un cahier des charges défini où il devra tout simplement reprendre l'intégralité des compétences techniques acquises, les mettre en application pour pouvoir tout simplement se constituer son portfolio. Et le portfolio me permet de conclure juste, et j'aurais fini Arthur, je suis désolé, j'ai dépassé les 4 minutes. La production, en fait, justement, est le cœur d'activité de Simplon pour l'accès à l'emploi. Et l'accès à l'emploi, même si nous, centres de formation, avons nos réussites, parce qu'on a un taux de sortie positif de 76%, l'atteinte de ce résultat-là est faite d'une seule et unique manière. Faire participer l'entreprise à toutes les étapes de la formation, que ce soit dans le recrutement, dans la formation, dans la montée en compétences, par du mentoring, par l'animation de masterclass ou de pitch sur job, comme on aime à les appeler à Simplon, ou tout simplement en cooptant et en parrainant des promotions entières. Merci. Alors cette notion de production me permet de faire le lien avec Françoise Dany, parce que EM Lyon, alors à la base ça voulait dire école de management, et puis aujourd'hui on parle d'early makers chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'accord. Donc, en fait, Early Maker, c'est notre nouvelle approche pédagogique. Et cette nouvelle approche pédagogique, si vous me permettez, elle m'amènerait même à reformuler un tout petit peu la question telle que vous l'aviez posée, où là, vous parlez de formation. Effectivement, on est des écoles, donc parler de formation, c'est relativement normal. Je crois que de plus en plus, et en tout cas moi, personnellement, je serais peut-être plus à l'aise avec l'idée d'équiper les talents de demain, préparer des talents de demain. Je crois qu'un des éléments qui, pour nous, est une évidence, qui nous a amené à changer beaucoup notre pédagogie, c'est de prendre conscience qu'on est dans un monde qui bouge vite. C'est en 2007 que l'iPhone a été créé. Vous avez peut-être entendu dire dans d'autres conférences des transformations radicales telles que par exemple la diminution du coût d'un séquençage ADN, enfin tous ces éléments-là qui font que finalement le monde de demain, c'est quoi? On n'en sait rien. Et que par rapport à ça, on a une grosse transformation à opérer. C'est sortir de cette idée qu'on a des sachants qui savent et qui vont former, qui vont expliquer à d'autres ce qu'il faut faire. Et cette idée, plutôt que, moi je préfère, avec pas mal de gens à l'EM, qui est d'équiper des personnes pour que de manière autonome, et peut-être un peu dans ce que vous faites, à la suite de ce que vous faites dans vos écoles, ces personnes-là puissent après gérer elles-mêmes leur formation par elles-mêmes. On est vraiment dans un univers où ce dont on est convaincu, c'est qu'il faut que nous, on puisse amener des individus à se préparer, à se transformer tout au long de leur vie. Et du coup, par rapport à ça, nos objectifs pédagogiques ont beaucoup changé. On a aujourd'hui 4 principaux objectifs pédagogiques. Un premier objectif qui est de chercher à éveiller au monde, cultiver la curiosité, donner la possibilité à des formés ou à des apprenants finalement de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs pour pouvoir être en mesure de proposer de nouvelles choses, se saisir des opportunités pour faire différemment. Il y a tout un travail bien sûr autour de expliquer, informer, etc. Mais le deuxième élément qui est caractéristique de la pédagogie Early Maker, c'est de sortir uniquement justement de la strate du savoir pour être sur la strate du faire. Et dans le faire, c'est réussir donc à passer à l'action. Et donc là, on va proposer toute une série d'activités pour donner confiance aux personnes dans leur capacité à faire, cultiver leur résilience, les amener à se rendre compte qu'on ne réussit pas forcément d'un premier coup et que ce qui compte, c'est de réussir à rester dans une dynamique, de réussir à emmener des équipes avec soi. Donc ça, c'est un élément important. Bien sûr, pour réussir à transformer les entreprises, on a besoin de maîtriser quelques techniques de business, donc on va garder ce troisième objectif. Mais le quatrième qui va aussi être très très important pour nous, c'est toute la capacité qu'on pourrait appeler la capacité réflexive, la capacité à se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et se réinterroger sur ses valeurs, sa motivation pour se donner encore envie d'aller plus loin. Donc ces grands éléments sur des objectifs pédagogiques, ça va se décliner de manière très concrète par des changements dans la pédagogie. Ça veut dire que, par exemple, dans des salles de cours, on va dire à nos étudiants « ouvrez vos ordinateurs, branchez vos téléphones ». Il n'y a pas qu'un prof qui est là pour vous dire « soyez connectés », même quand on est en interaction avec vous.
Ça va vouloir dire aussi, il y a des Fab Labs, il y a toute une série de possibilités pour se coltiner, j'ai envie de dire, de manière très concrète à des activités qui sont à réaliser. Il y a également toute une série de nouveaux outils. Quand on parle du digital, on a, comme dans toutes les écoles, recours au digital pour redonner plus de flexibilité à l'enseignement, avec la possibilité d'aller chercher des ressources en digital. Mais on a aussi un gros partenariat de manière à avoir la possibilité d'accompagner les individus avec des assistants personnels de savoir. Je suis ici, je vais arriver là, quels sont les meilleurs parcours à prendre, etc. Donc voilà en gros toute une série de choses. Et peut-être un dernier petit point, si j'ai encore 30 secondes. Je vous laisse déborder juste parce que vous devez partir. Ok, mais... c'était de dire qu'on a bien sûr cette focale sur les talents de demain, mais je voudrais aussi rappeler l'importance peut-être des potentiels d'aujourd'hui et de dire que dans les entreprises et que la transformation, elle va se faire avec les juniors qui arrivent, mais qu'elle se fait beaucoup aussi avec les personnes qui sont en place. Et en tout cas, dans ma nouvelle fonction, moi, un de mes gros objectifs, ça va être de travailler avec les personnes qui aujourd'hui sont en activité, qui ont besoin de redécouvrir, de se redécouvrir, se faire plaisir, apprendre aussi à travailler différemment. Merci. Alors, d'une école à une autre, Raphaël, est-ce que vous partagez cette idée d'outiller des étudiants? Et est-ce que vous aussi, vous parlez de, alors HEC, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, Hyper Early Changemakers? Je partage beaucoup de choses qui ont été dites et aussi sur la pédagogie proposée par Norbert. En tout cas, la vision, je pense qu'elle est là. Je pense que ce qui nous rejoint aujourd'hui, ce qui nous anime tous, c'est qu'il y a l'humain qui est au cœur. Et que quand on parle de talent, on parle d'hommes et de femmes qui sont là pour porter des projets. Donc c'est vrai qu'à HEC, en tout cas, je voudrais donner aussi une autre vision, qui est évidemment celle de la pédagogie et ce qu'on peut y faire, qu'elle soit avec des outils digitaux, avec ce learning by doing, qui est très présent à HEC depuis de nombreuses années, mais aussi avec le Career Center, qui est peut-être plus récent à HEC, qui existe ailleurs dans le monde et ailleurs en France, mais en tout cas que nous, on a vraiment mis au cœur de la stratégie avec l'arrivée de Peter Todd en tant que nouveau directeur général. Et voilà, accompagner, je pense que c'est le bon terme, que ce soit en termes de savoir, en termes d'activité sur le campus, et même de se poser la question de qui on est et où on va. Ça nous paraît assez fondamental. Merci. Ça, c'est du respect du timing. Alors David, j'ai gardé ton intervention pour la fin de cette première session, parce que tu es peut-être la personne, enfin en tout cas la structure représentée la moins connue des quatre pour l'instant. Je te souhaite d'être la plus des quatre demain, mais aussi peut-être la plus radicale dans l'approche. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, j'aime bien ce mot radical parce que alors l'école démocratique et les 34 autres écoles démocratiques en France aujourd'hui, on est radical. Ce qui fait de nous, effectivement, quand on nous pose la question quelle est la différence avec une école Montessori, moi j'ai l'habitude de dire que Montessori c'est des écoles alternatives et nous on est une alternative à l'école. Voilà. Ça traduit vraiment notre philosophie qui est de casser l'ensemble des codes aujourd'hui de l'école, de l'éducation et de l'apprentissage. Donc je rejoins totalement ce que disait Françoise tout à l'heure, qui est qu'on n'a pas vocation à former les talents, on a juste peut-être humblement de permettre à des individus de développer leur potentiel en fait, juste et de s'émanciper à leur rythme, librement, avec bienveillance et de la facilitation. Donc en gros, notre école, c'est rien à voir avec ce qu'on peut connaître de l'école. C'est une école qui est libérée de tout programme ou rythme scolaire, une école qui est libérée de toute classe d'âge et de toute hiérarchie. Donc en gros, chez nous, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de sachants ni d'apprenants. D'ailleurs, ça me dérange un petit peu qu'on soit justement... là, on est en train de parler de quelque chose d'un petit peu disruptif et de se retrouver sous les sunlights et d'avoir des gens qu'on voit même pas en fait, qui sont plus bas que nous. On se retrouve vraiment dans un schéma assez scolaire en fait, où les professeurs, les sachants sont supérieurs, même physiquement, par rapport aux apprenants que vous êtes sûrement tous ici. Et en fait, non. Moi, j'ai quelque chose à apporter. Je pense que vous avez autant à apporter que moi. Donc j'avais envie de faire un truc un peu fou, mais si on me le permet dans mes 4 minutes, c'est peut-être juste de se retrouver tous sur le même pied d'égalité, qu'on aille un petit peu plus en bas, si la technique nous le permet bien sûr,
Parce que franchement, en fait, je vois pas l'intérêt de se retrouver comme ça. En tout cas, c'est pas cohérent du tout. Je l'ai fait dans l'autre sens, sauf qu'ils ont investi dans un super écran de ce côté-là, que le vidéoprojecteur qui pèse une tonne, et de ce côté-là. Non mais sérieusement, en plus c'est le cas. Donc te sens pas du Ça tout. marche. Mais bon, Sinon, voilà. tout le monde Bon, peut en tout cas, monter, c'est ce qu'on essaye de. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de promouvoir dans notre école. Mais on peut le c'est- faire, hein. Après on peut le faire, vous serez juste un peu plus dans le noir, mais moi il y a Ah bah aucun allez, souci pour que allez, vous moi le fassiez. je go. Au contraire, Ah, allez-y. c'est plaisir. Voilà. Et là, tout de suite, ça va mieux. Et je pense que même ceux qui étaient sur leur téléphone portable en train de se dire « Qu'est-ce que je suis en train de foutre là ?» Ben là, se disent « Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi et on est en interaction directe en fait. » Et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre école. C'est-à-dire que l'adulte, dans l'école, n'a pas plus de pouvoir. En tout cas, il est sur le même pied d'égalité que l'enfant. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas avec une position hiérarchique de prof ou de directeur ou de surveillant ou de policier, il est juste là en facilitateur, mais comme l'ensemble du collectif en fait. Et c'est ça qui fait aussi notre force, c'est qu'aujourd'hui on est 44 dans cette école, ça va de 3 ans et demi à 42 ans. Moi j'ai 42 ans, d'accord 44 personnes qui vivent ensemble entre 6 et 8 heures par jour à se faire plaisir. Et ça aussi, je pense que c'est vachement important. La motivation, on oublie beaucoup la motivation intrinsèque. En tout cas, l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'est pas là pour développer la motivation. Elle est là plutôt pour formater des gens pour rentrer dans des cases. Et on voit bien qu'aujourd'hui, vous, les entreprises, vous n'avez plus besoin de ça en fait. Ça, c'est les machines qui le font et qui le feront de plus en plus dans les années à venir. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est de permettre à des individus tout simplement de s'épanouir librement et de développer leur motivation intrinsèque. Pour que quand ils arrivent sur le marché du travail, ils ne viennent pas juste parce qu'il faut travailler, ou quand ils rentrent d'ailleurs dans des écoles, des business schools, j'en connais certains, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là, si ce n'est que c'est les parents qui ont de leur dire allez vas-y fais des études mon fils, tu verras plus tard. En fait chez nous c'est ça, c'est vois d'abord et fais éventuellement des études, ce qui est totalement logique en fait. Voilà, donc c'est ça là j'ai dû totalement dépasser le timing, mais voilà, on est porté par l'enthousiasme en fait dans l'école. Et ça c'est ça qui fait la beauté, c'est que chez nous il n'y a pas de contraintes. Alors il y a des contraintes, on pourra peut-être en expliquer, mais en tout cas ce qu'on fait comme activité, on le fait avec envie et enthousiasme. Et c'est ça qu'on essaie de développer, c'est l'enthousiasme. Voilà, pour avoir des adultes qui soient épanouis et qui prennent du plaisir à ce qu'ils font dans leur vie en fait. C'est ça le plus important. Merci. Alors, je suis désolé de calquer un mode de pensée un peu archaïque et pour essayer Une question. Après, Il y a juste déjà après, de l'interaction. on aura. Bon, alors, levez-vous et cassez les codes. Je voudrais savoir, j'imagine que vous avez une stratégie pédagogique. Est-ce que vous faites de la pédagogie inversée? Alors, on n'a pas de pédagogie. Dans le sens étymologique du terme, qui veut dire accompagner ou guider l'enfant, on n'a pas de pédagogie. Moi, j'ai aucune attente vis-à-vis de nos membres. Ma fille, qui a 6 ans et demi, est dans cette école, elle ne sait pas lire. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle saura lire et je m'en contrefiche, en fait. J'ai juste une seule chose, c'est que j'ai totalement confiance en elle. Donc, on parle beaucoup de confiance a priori dans les entreprises aujourd'hui. J'ai totalement confiance en sa capacité à lire un jour. Mais pour le coup, je ne sais pas quand est-ce qu'elle lira et je n'ai aucune attente, en fait. Et quand on n'a pas d'attente, franchement, tout se passe bien dans les relations. Tu disais entre 3 ans et demi et 43 ans, mais alors je sais que c'est pas des apprenants, comment tu les appelles? Les bénéficiaires ou les... Ils ont entre... Les bénéficiaires, ça fait un peu RSA. Ça fait un peu mais RSA. non, on s'appelle membre. Voilà, on est membre d'un collectif avec un aspect aussi, c'est pour ça qu'on s'appelle aussi démocratique, c'est que chez nous, chaque individu a les mêmes droits de s'exprimer, de proposer et de décider. Là aussi, l'adulte n'a pas vocation à prendre des décisions pour un collectif. C'est le collectif qui s'engage, qui débat avec des règles démocratiques qu'on peut retrouver en théorie dans nos assemblées nationales ou locales. Mais c'est ça, c'est que chez nous, tout est évolutif. Il suffit de faire une proposition et d'avoir en règle générale une majorité absolue pour que ça passe en fait. Mais j'ai trouvé le terme que je vais utiliser pour parler du public que je cherche à nommer dans ton école. Les membres du collectif non salariés de l'école
ont jusqu'à 20 ans, c'est ça? Ça va jusqu'à 20 ans, ouais. Ok. Ça va jusqu'à 20 ans, mais en même temps, si l'un d'entre vous se pose des questions sur sa vie et a envie de passer une année en payant des frais de scolarité, voilà, passer un an à se découvrir, je crois que c'est toi, Raphaël, qui parlais de se redécouvrir, foncièrement, l'âge n'est pas important chez nous. Donc, si tu as 40 ans et que tu veux passer un an avec nous, eh ben, tu es le bienvenu. Alors du coup, je me retourne vers Françoise qui va devoir nous quitter bientôt. À votre avis, à travers le petit exposé qu'on vient d'avoir de la part de David, à quel point ces apprenants sont compatibles avec un modèle comme celui d'HEC? De l'EM, pardon. Je pense qu'on peut parler des écoles en général. C'est vrai qu'on essaye, sans doute en étant moins radicaux dans les approches, mais de reprendre un certain nombre de choses relativement similaires. Quand on fait travailler ensemble des étudiants sur des maker projects, par exemple, là, on a démarré la rentrée avec un hackathon, 1200 étudiants, donc tous les étudiants étaient là, les réseaux des diplômés de l'EM étaient là, des partenaires entreprises étaient là, et on retrouve cette idée que tout le monde peut apporter à tout le monde. Alors, tu disais qu'il fallait pas avoir t'avais pas de dogme ou d'approche pédagogique trop marquée. C'est vrai que nous, on croit beaucoup dans ce qu'on appelle le reverse mentoring, en disant que les entreprises peuvent apporter à nos participants, que nos participants peuvent apporter aussi aux entreprises. Et ce qu'on va essayer de faire, et je pense que ça c'est un point sur lequel on peut se retrouver beaucoup, c'est de réussir à faire tomber un certain nombre de peurs. Je crois qu'on peut dire tout ce qu'on veut dire, on est dans un univers ou dans un contexte qui peut être à la fois enthousiasmant, si on le prend du bon côté, mais qui peut être aussi relativement effrayant pour un certain nombre de personnes. Et il me semble qu'une de nos missions à nous, c'est de réussir justement à créer des expériences pour faire tomber un certain nombre de frontières, un certain nombre de peurs, que les individus se redécouvrent, mais qui redécouvrent aussi les jeunes, donc les milléniums, les non-milléniums, les accros digitales, les non-accros digitales, enfin tout ça, et qu'ensemble, les individus se rendent compte de ce que peut apporter la diversité. Que les individus puissent se rendre compte aussi qu'on ne sait pas forcément où on va arriver, mais en tout cas, il faut déjà se lancer dans l'aventure pour avoir une possibilité d'arriver quelque part. Et je crois que si on avait à résumer un certain nombre de choses qui me semblent être à peu près en lien sur... Il y a peut-être des éléments là-dessus sur le goût, mettre en mouvement, se faire confiance aussi en se disant on ne sait pas où on arrivera, mais on arrivera peut-être bien quelque part. Et après, avoir quand même, et ça c'est un élément auquel nous on tient beaucoup, une espèce de sensibilité à l'environnement pour pouvoir faire aussi des personnes qui soient relativement, j'ai envie de dire, conscients de ce qu'elles vont faire et des répercussions de leur choix. Je pense que si on arrive à avoir des personnes un petit peu plus responsables, pas forcément avec des grands projets, mais en tout cas être éclairées, se dire j'ai fait ça pour telle raison, voilà ce que moi j'en retrouve, voilà ce que les autres peuvent en retrouver, c'est déjà pas mal de choses. Merci. Je m'excuse, j'ai un conseil d'administration, donc c'est pour ça, c'est pas du tout pour snobber quoi que ce soit ou quiconque, mais je suis obligée de partir. Merci beaucoup pour ce temps d'accueil. On est en retard, pas de souci. Pas de souci. Merci beaucoup. Alors, on a une place qui vient de se libérer. Est-ce que quelqu'un veut venir s'asseoir ici? Merci, merci. Raphaël, vous pouvez le faire l'un n'empêche pas l'autre. Mais Raphaël, le concours d'entrée à HEC, c'est un rite de passage qui est majeur dans le cycle d'un étudiant de l'école. Et une école, les écoles en haut du classement des écoles de commerce françaises ont souvent une majorité, parfois totale, des étudiants qui sortent de classe prépa. Je crois que c'est le cas en formation initiale. Non, c'est pas le cas chez vous? Non, c'est 380 étudiants qui sortent donc des concours et qui arrivent à HEC chaque année, ouais. Mais sur 4000 étudiants chaque année à HEC. En formation initiale? Pas en formation initiale, mais en formation initiale, ils sont 1200. D'accord. Donc c'est pas la majorité. Ouais, donc un tiers. Donc c'est plutôt la minorité. Je pose quand même ma question, parce que vous allez nous parler des deux autres tiers du coup. Comment vous accueillez des profils différents de ceux qui sortent des écoles qui sortent des prépas?
Comment on les accueille? Donc déjà, il y a plusieurs populations, je pense que c'est important. Il y a effectivement les 380 qui sont issus de classes préparatoires et qui ont fait un concours. En deuxième année, donc, qui s'appelle Master 1, on revient sur des choses qui sont très, très concrètes et très normalisées. Donc en première année de Master, ils sont rejoints par un peu plus de 200 étudiants qui viennent de l'international, donc qui ne sont pas français et qui ont d'autres diplômes ou d'autres aventures, on va dire, pédagogiques au préalable. Et une façon de les intégrer, c'est notamment via les clubs. Les clubs et les associations étudiantes, c'est quand même un facteur. On a la chance d'avoir un campus, il y a le sport, il y a les clubs, et donc on favorise beaucoup l'intégration de ces nouveaux arrivants dans le dispositif associatif. Il y a plus de 130 associations à HEC, donc c'est quelque chose qui est très fort et qui est complémentaire. On le disait tout à l'heure, le but c'est que les individus puissent se découvrir eux-mêmes, avancer et monter des projets collaboratifs avec des gens qu'ils ne connaissent pas, et une façon de le faire, c'est avec les clubs. Ensuite, la deuxième population qui rejoint toute cette population-là, c'est en dernière année, donc en M2, et donc là, c'est l'année de la spécialisation, et donc là, ils sont intégrés concrètement, c'est juste avant de rentrer sur le marché du travail, assez classiquement, et donc là, c'est via la spécialisation en tant que telle, et donc des projets concrets avec des entreprises ou des organisations, voilà, que ça se fait. En fait, on crée des collectifs qui se font et se défont, puisqu'il y a des business projects, et cette pédagogie du learning by doing fait que des groupes se forment, se déforment en fonction des projets. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si. Cette question de la sélection, elle m'intéresse parce que je vous demandais tout à l'heure quel type de talent vous accueillez et quel type de talent sortent. La question derrière ça, c'était un peu est-ce qu'on peut former tout le monde? Est-ce que tout le monde peut devenir un talent? Je me retourne vers toi. Je sais que c'est une question que tu avais envie que je te pose. Je balance. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Je comprends pas. Mais je sais qu'à Simplon, il me semble que vous avez 10% des postulants qui accèdent à la formation, non pas sur des critères académiques, mais plutôt sur des critères de motivation. Est-ce que les 90 autres %, ils peuvent pas devenir des talents? Du numérique, dans ton cas? Je vais te donner raison en disant qu'on a tous un talent et qu'on est tous talentueux d'une autre manière. Déjà, je te donne un peu raison. Dans un second temps, pour le taux de sélection, oui, qui est de 10%, en fait, ce que l'on fait au niveau des entretiens de sélection et au niveau de la sélection pour intégrer nos formations, c'est qu'on va valider en fait certains prérequis et certaines compétences initiales pour pouvoir devenir un bon collaborateur, même si ce mot-là, je l'aime pas vraiment. Quoi qu'il en soit, l'idée, en fait, c'est que nos étapes de sélection sont assez costauds, voire aussi costauds que certaines des grandes entreprises du secteur d'activité. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va aller valider en fait au niveau des étapes de sélection sont les points suivants: la capacité à s'exprimer clairement, la capacité à collaborer, la capacité à être force de proposition, la capacité à être présent dans un groupe de travail, donc ni être trop discret, ni être trop présent, la capacité à synthétiser et à être force de proposition afin d'atteindre un objectif final. Donc du coup, au travers de toutes ces compétences au final sur lesquelles on peut difficilement se former, ou tout du moins s'exercer pour continuer à aller toujours plus loin et progresser sur ces étapes-là. Si on a déjà ces compétences qui sont acquises, ou tout du moins en cours d'acquisition, la montée en compétences techniques, au final, n'est qu'une excuse pour accéder à un métier. Et c'est justement ce que l'on fait à Simplon. Donc du coup, la question était, est-ce que tout le monde est un talent? Est-ce que tout le monde peut être formé? Oui, je pense que tout le monde peut le faire, et on a tous en fait notre capacité pour exercer ce métier-là, si on a envie d'aller bien sûr vers les métiers du numérique. Mais pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce que tu étais en train d'évoquer, c'est qu'en fait, si on avait ce taux de sélection-là, c'est vrai qu'on mettrait énormément de personnes sur le carreau. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire à Simplon, et c'est vraiment le cœur de l'activité de Simplon. C'est de remobiliser, de préqualifier ou d'accompagner des personnes vers les métiers du numérique. Du coup, nos amis du Bon Coin qui sont là-haut, peut-être qu'ils sont ici présents dans la salle, là ont financé un sas de remobilisation à destination des femmes qui ont vécu une pression sociale ou une pression des pairs, en tout cas sur malheureusement tu ne pourras pas exercer un métier où tu resteras chez toi, où le numérique n'est pas fait pour toi parce que c'est beaucoup de mathématiques et malheureusement il y a énormément d'autocensure sur ces métiers-là. Et du coup, on va remobiliser comme ça 20 demoiselles qui vont être préformées, remobiliser en découvrant l'intégralité des métiers et des perspectives dans les métiers du numérique, qui ensuite vont intégrer nos formations longues et qui ont déjà des places réservées au sein du Bon Coin. Mais je pourrais parler également du SAS Caprio, qui est à destination des 16-24, qui en seulement 3 mois permet d'intégrer et d'accéder tout du moins au métier d'intégrateur web. On a fait une V1, on a fait 100% d'accès en stage de 6 mois à la fin de ces 3 mois-là, et initialement, quand le projet Caprio a été lancé, dans l'appel à projet, il y avait marqué « Ce SAS de remobilisation est à destination des décrocheurs scolaires ».
J'aime envie pas de ce venir. mot, je déteste ce mot. Le mot de décrocheur, en fait, c'est décrocheur par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quel système et par rapport à quelle manière de penser? Au final, en fait, ces personnes-là, moi, quand je les ai vues en salle de formation, elles m'ont inspiré, elles m'ont motivé et elles m'ont montré à quel point elles avaient une énergie qui était complètement dingue et débordante. Donc du coup, parler de décrocheur, c'est assez compliqué. Mais je pourrais continuer comme ça assez longtemps sur plein d'exemples, en fait, qui permettent justement d'accompagner l'accès à l'emploi dans les métiers du numérique. Il me semble que chez vous, les talents que vous formez deviennent aussi formateurs de talents sur des formations en ligne. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a eu Julie, Promo 3, aujourd'hui, crée des MOOC en fait, sur Open Classroom. Et je salue nos amis d'Open Classroom. Je pourrais vous parler de Rodolphe Duterval, qui est le formateur historique de Simplon, qui faisait partie de la Promo 1 et qui est aujourd'hui le formateur historique de Simplon. Je pourrais vous en citer plein comme ça, des belles aventures. Au final, oui, l'idée, en fait, c'est de rendre les gens autonomes, de les rendre aussi en capacité en fait, de transmettre du savoir. Et puis, dernier exemple que je pourrais évoquer, et je ferai le pont avec ce que tu évoquais tout à l'heure, on apprend le code informatique à des enfants de 3 ans à Simplon. Je voudrais faire la transition parce que je sais qu'il y a des questions. Donc je veux faire la transition en vous en posant une adressée aux gens qui sont dans le public, qui sont en majorité des représentants d'entreprises. Si vous aviez, vous, un message, vous qui avez entre vos mains les talents de demain, dont on parle, quel message vous adresseriez aux entreprises pour qu'elles se tiennent prêtes à les accueillir? David? Alors, il nous a envoyé les questions auparavant, mais je les ai pas trop lues, donc j'ai pas préparé. Si ce n'est, je pense que j'allais dire accrochez-vous, parce que c'est un mouvement qui est en marche et que ça, on n'a plus le droit d'utiliser ça, zut. C'est un mouvement qui est en marche, j'insiste. Et que c'est difficile, c'est difficile juste de résister. Ne résistez pas en fait. Aujourd'hui, les générations qu'on appelle X, Y, Z et après je ne sais pas quoi, mais sont des gens qui ne seront plus, qui n'auront plus envie d'être managés ou motivés comme l'ont été nous ou nos parents en fait. Et que là aussi même, on parle encore de tu ne m'as pas posé la question et j'aurais bien voulu que tu me la poses, mais les critères de sélection dans les écoles, on pense encore à des écoles supérieures, mais regardez tous les MOOC qu'il y a aujourd'hui, regardez toutes les universités en ligne qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si on a 5 ans, allez, on va pas dire 5 ans, moi j'ai un gosse, il a 13 ans, il est passionné par le code, mais il fait du code, quoi. Il est sur la Khan Academy et il apprend à coder, en fait. Et on casse totalement les choses. Donc préparez-vous à intégrer dans vos structures des individus qui ont 15 ans, qui ont une super motivation pour une activité et qui sont compétents parce qu'ils ont voulu le faire, en fait, et qui sont autonomes, libres et responsables. Donc ce qui est aussi une certaine responsabilité de votre côté. Je peux vous citer l'exemple de l'école 42, que vous devez sûrement tous connaître, qui recrute non pas par diplôme mais par motivation. Ils ont une semaine qu'ils appellent la piscine où ils vous en font baver, mais juste pour voir si vous êtes vraiment motivé. Et en fait, ces gens-là, l'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de contrainte, on fait ce qu'on veut. Et en fait, ces jeunes-là ressortent sur le marché du travail. Je pense que c'est les meilleurs développeurs informatiques qu'on puisse trouver, sauf qu'ils se retrouvent avec des entreprises qui sont encore dans des schémas pyramidaux où les horaires d'ouverture, c'est 8h ou, je ne sais plus, j'ai oublié, mais 8h, 19h. Et en fait, ils se retrouvent totalement... alors que c'est des talents, pour le coup. C'est des gens qu'on va rechercher parce qu'ils ont de la motivation et ils ont une super compétence. Et en fait, on ne leur offre pas l'environnement adéquat en fait. Donc c'est là où je vous dis, soit vous accrochez, soit vous résistez, ou soit vous vous mettez vous-même en ordre de transformation pour intégrer tous ces changements qui sont là en fait, ils ne sont même pas à venir, ils sont là aujourd'hui. Même question, en une phrase aussi. Je vais essayer d'être concise. Je pense que la table ronde, elle est quand même là pour faire émerger tout ce qui se fait, et on voit bien qu'on est très varié. Et je pense qu'il faudra éviter la caricature aussi. Que ce soit, je pense qu'il y a plein d'initiatives. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé de talent et on a dit qu'il y en avait partout. Donc je pense que les entreprises aussi mettent en œuvre beaucoup de choses qui font avancer, qui sont à l'écoute des plus seniors comme des plus jeunes, parce que je pense qu'il faut aussi savoir intégrer des gens qui sont plus expérimentés. Donc on parle de talent de demain, donc on imagine tout de suite qu'ils sont jeunes, mais je pense que Françoise était aussi représentative par l'Executive Education de talents qui sont un peu plus expérimentés.
Donc je pense qu'il faut se donner, enfin on parlait de confiance, je pense qu'il faut avoir confiance en la capacité des entreprises, encore une fois, qui sont faites d'hommes et de femmes, qui ont envie de toute façon que ça avance et qui de toute façon vont devoir s'adapter, mais aussi qui vont devoir correspondre à des individus qui n'auront peut-être pas envie d'être complètement sans règles ou sans horaires ou sans CE ou sans plein de choses qui font aujourd'hui la richesse des entreprises. Et donc je pense que il me semble que le but de la table ronde, c'était de faire émerger quand même toutes les idées possibles et pas de se dire les entreprises, vous êtes has-been, allez-y, foncez. Il y a des écoles qui font plein de choses super et je pense que c'est vraiment un écosystème. Et je reprendrai un peu l'image qu'on partageait tout à l'heure avec Ramin à propos de la nature. Je pense que voilà, il y a vraiment tout pour faire un monde et comment est-ce qu'on pousse là-dedans et comment est-ce qu'on y va ensemble. C'est vraiment un écosystème. Je ne vois pas une école sans le lien aux organisations au sens large et les organisations sans les écoles. Et je pense qu'il faut vraiment de tout. Il faut des codeurs, il faut des gens qui n'ont pas du tout envie d'être managers mais qui ont envie de faire avancer des projets, puis après qui vont sur un autre projet, puis qui seront demain tous peut-être à 50% freelance. Je crois que c'est ça le chiffre aux États-Unis, c'est d'ici 2025, c'est la moitié seront freelance. Donc je pense que, mais c'est que la moitié. Donc le reste peut-être à créer des entreprises classiques. Et donc voilà, je pense qu'il faut, c'est bien, il y a un panel assez représentatif de tout ce qu'il faut, mais je pense qu'il faut avoir confiance dans les entreprises aussi. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, d'entreprises étendues, de business, de business projects un peu intrapreneuriaux, avec des étudiants, avec des profs, avec des organisations. Donc je pense que le fait d'être à l'écoute de tout le monde, c'est, à mon avis, la meilleure démarche. Merci. Alors, merci de parler des entreprises. Arthur, tu vas me maudire. Je suis désolé. En fait, j'ai plein d'amis qui sont ici présents dans la salle et je m'étais juré de les remercier les uns après les autres. La question initiale, c'était de se dire quel mot passer aux entreprises pour qu'ils intègrent nos talents ou qu'ils s'intéressent à nos talents. C'est ça la question, si je me souviens bien. Le Bon Coin, 2 personnes en CDI, Accenture, 8 personnes en CDI et un parrainage d'une promotion entière avec un objectif de recrutement à la fin. AXA France, 3 alternants. BNP Paribas, 20 alternants sur les 60 recrutés à l'IT. Carrefour France, cher ami, bonjour. 1 alternant pour l'instant et bientôt d'autres. Le groupe Etam, 1 personne. GFI Informatique, partenaire officiel de Simplon depuis les premiers jours de l'existence de Simplon. Le groupe La Poste, avec lequel on est en train d'accompagner la transition professionnelle de facteurs, qui sont en train de devenir des développeurs Java. La Pôle emploi, parce qu'on est en train d'accompagner les DSI de Pôle emploi en transition professionnelle. SNCF, Voyage SNCF avec 2 alternants à l'intérieur, la Société Générale avec 1 alternant, et la Fondation Total qui a financé un SaaS à destination des profils réfugiés politiques statutaires avec autorisation de travail. La phrase était longue et insupportable celle-là. Par contre, je voulais aussi dire merci, et plus particulièrement à Capgemini qui a parrainé en fait une promo entière avec 12 CDI à la clé. Et enfin Octo Technologies qui suit Simplon depuis les premiers instants et qui a aujourd'hui intégré 8 personnes au total. Donc maintenant la question c'était justement quel message pour motiver à recruter et à s'intéresser à nos talents. Allez voir nos amis qui l'ont déjà fait, qui sont déjà intéressés à Simplon.co et qui justement sont allés chercher les talents et la mixité sociale que prône Simplon et que met en avant Simplon. Talent.simplon.co, avec un S, le talent. C'est la CVTech de Simplon. Merci. Alors mon objectif n'était pas du tout de créer une dichotomie, hein. J'ai été volontairement dans ces questions-là, mais c'était pas mon propos du tout. Et donc pour joindre le geste à la parole et montrer qu'on inclut tout le monde, je voudrais poser des questions, enfin proposer à vous dans la salle de poser des questions. Est-ce qu'il y en a? Non. Monsieur qui se gratte le nez. Non? Pas de questions? Est-ce que vous avez des questions entre vous? Moi j'en ai une explosive, mais vraiment explosive pour le coup. Et Raphaël, il ne faudra pas m'en vouloir, mais je vais la poser quand même. C'est moi qui ai conçu le débat, c'est moi qui vous ai interpellés les uns les autres. Donc forcément, je trouvais que cette diversité en termes de représentants de l'éducation, de la formation, de l'apprentissage, enfin, voilà. Et on aura des débats là-dessus aussi. Mais moi j'ai ma petite sœur qui a fait HEC et qui était la fille qui a voulu faire plaisir à ses parents, à mon père en l'occurrence, et qui s'est retrouvée dans un schéma où il y a un livre qui est sorti. Alors, HEC, comme d'autres écoles, c'est pas forcément HEC, ça pourrait être le M Lyon, ça pourrait être X, enfin bon. Un livre qui est sorti sur les premiers de la classe, la révolte des premiers de la classe, je pense qu'il y en a un certain nombre qui en ont entendu parler. D'ailleurs, j'ai même failli avoir la personne qui a écrit ce livre avec vous aujourd'hui, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Et donc, et on en parlait ce matin aussi, cette recherche de sens, c'est Aude de Thuin qui en parlait ce matin en keynote dans l'escalier, cette recherche de sens, et aujourd'hui, force est de constater, et en plus, l'année de diplôme, c'est l'année de ma petite sœur, donc elle s'est vraiment reconnue dans le livre.
et elle-même vient de décider, après avoir fait HEC, après avoir été brillante toute sa vie, on va dire, en apprentissage, d'arrêter de se chercher et finalement de se lancer dans la pâtisserie. Donc exactement les mêmes clichés, si tant est que ce soit des clichés, que apporte le bouquin, à savoir que des personnes vont vers des métiers de bouche, vont vers de la restauration, vers tout ce qui est l'artisanat au coin de la rue, dans les quartiers bobos des belles villes, alors qu'ils ont fait les plus belles études, selon les croyances populaires. Et voilà. Qu'est-ce qu'une école comme HEC? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous en avez... Enfin, comment vous le vivez, ça? Alors, c'est pas une question de tout remettre en question, hein, évidemment, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Mais ce ressenti d'une classe et d'une génération, alors surtout pas de classe, pardon, d'une génération, qui aurait l'impression d'être en déphasage, en fait, avec le modèle qu'ils ont suivi et la réalité de l'entreprise. Je vais répondre en deux temps. On est super fiers. Il y a beaucoup d'HEC. Alors là, c'est peut-être une démarche particulière et une forme de rejet en se disant j'ai pas trouvé ma voie et en fait j'ai été là parce que c'était mes parents et en fait moi je voulais aller là, mais est-ce que c'est vraiment antinomique? Moi je lui poserais bien la question dans 10 ans en sachant est-ce que ce qu'elle a fait à HEC c'est pas justement ce qui lui a donné la liberté et la force d'aller vers la pâtisserie. Ah oui, mais elle remet pas en question HEC en même temps, en l'occurrence. Voilà. Mais c'est le côté parcours tracé. En fait, on n'a pas de parcours tracé. Alors effectivement, tout ce qui est conseil finance, c'est 50% des recrutements à HEC, mais tout le reste, il y a quand même 20% d'entrepreneurs. Et je peux vous dire que les entrepreneurs, ils sont autant digitaux que sociaux, que sur des métiers très très concrets. On a Big Mama, c'est très concret, c'est des restos parisiens et bientôt londoniens et new-yorkais. Donc Non, mais a priori, on fait pas. Mais je veux dire, ce serait comme de dire que l'apprentissage, c'est que pour les gens qui ne sont pas surdoués. Non, mais ils repartent sur un CAP, ils repartent sur des formations qu'ils auraient pu faire avant même d'entrer à HEC. Et je ne dis pas que c'est forcément antagoniste. C'est simplement cette démarche aujourd'hui qui, a priori, se développe. Est-ce que c'est quelque chose que dont vous avez conscience? Et est-ce que la motivation, du coup, des jeunes qui viennent rejoindre HEC, est-ce qu'elle est, étudiée plus que le fait que ce soit les premiers de la classe qui souvent deviennent les premiers à HEC? Je ne veux pas caricaturer, pas du tout. Hein. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est appréhendé par HEC et même ne serait-ce que, est-ce que vous venez à HEC parce que vous avez vraiment envie de venir ou est-ce que vous faites plaisir à vos parents? Enfin, c'est des vraies questions qu'on ne se pose pas, en fait. Alors, et ceux on qui découvre font plus tard classe préparatoire, peut-être qu'il y a un côté mouvement social, familial, historique français. Mais ça, c'est 380 sur les 4000 dont j'ai parlé. Donc je pense que les autres, on va dire, font peut-être un choix qui est un peu plus délibéré et que ce qu'on veut à HEC, en tout cas, ce qu'on déteste, que ce soit à l'école ou après dans le réseau, c'est l'entre-soi. Et donc, je rebondis sur les codeurs, sur l'école 42 qui a été citée. En dernière année, on met ensemble des étudiants qui sont donc issus des parcours d'HEC, avec des codeurs de 42, avec des étudiants de IARTSUP, par exemple, qui montent des projets. Bon, et on les fait avancer, et vraiment, cette mixité-là, elle est hyper forte. En première et en deuxième année, on a des missions qui s'appellent les FACT, Field Action. Et donc là, c'est avec l'entrepreneuriat social, français et international. Et là, on leur dit, vous y allez, et vous allez voir ce qui se passe sur le terrain, et on n'est pas une espèce d'élite sur un nuage déconnecté. Mais c'est hyper important parce qu'on sent bien qu'il y a cette vague, qui n'est pas que générationnelle d'ailleurs. Je pense que ceux de 40 ans, ceux de 50, ceux de 60, ceux de 20 ans ont besoin de sens. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on en donne par des projets. Je rejoins tout ce qui a été dit sur le fait qu'il faut avoir envie, c'est apprendre à apprendre et être curieux et à se questionner, etc. Donc la façon dont on y répond, c'est on n'a pas que de la pédagogie où on est dans le top-down. Il y a beaucoup de projets HEC du début à la fin du parcours, avec pas que des HEC, mais aussi avec des personnes d'horizons très différentes, comme 42, mais je pourrais aussi citer les femmes du programme Stand-Up. Donc c'est 380 femmes issues de la Courneuve, et HEC a décidé de les accompagner dans leurs projets. Et il y a des étudiants d'HEC qui les aident sur leurs projets, que ce soit business model, que ce soit marketing et autres. Donc il y a cette approche-là qui est extrêmement concrète. Super. Voilà. Merci. Je crois que c'est Norbert qui a dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près 20% de jeunes qui ne s'adaptaient pas au système de l'éducation nationale. J'ai 5 enfants, qu'est-ce que je fais? J'en mets 4 dans l'éducation nationale et un chez David. Je répondrai en disant qu'il faut les écouter, en fait. Et aller chercher le sens qu'ils ont envie de donner à leur vie. Et même quand on est très très jeune, on est déjà en mesure, en fait, déjà de mesurer ce qu'on apprécie et ce qu'on n'apprécie pas. Et tout du moins de les orienter vers
des choses au moins qu'ils apprécient un petit peu plus que certaines qu'ils n'aiment pas du tout. La question que tu posais, en fait, je l'ai trouvée hyper puissante. J'aurais pas aimé être à ta place, entre nous. Parenthèse fermée. Non, parce qu'en fait, le tacle, il était un peu facile, mais la question se pose quand même. Au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, la question, elle doit se poser en fait au niveau de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on met dans la tête de nos enfants ? Et là, pour le coup, je te fais le pont et je te fais le parallèle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on a envie de donner du sens à son existence, qu'on a envie d'avancer sur un projet, qu'on a envie, je sais pas, d'être motivé chaque matin en faisant vraiment ce qui nous passionne et ce que l'on aime, au final, c'est justement cette notion de projet, cette notion de sens, et c'est justement d'aller vers ses amours, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai envie de répondre à la question. Moi, je vais rebondir parce que oui, vas-y. je vais te dire, moi j'ai 20 ans d'école derrière moi, donc j'ai totalement été adapté au système classique, avec un beau diplôme d'ingénieur en poche. Et au final, la première lettre de motivation que j'ai dû écrire pour rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la vie active, quand même, c'est fou, hein, c'est à 20 ans ou 23 ans, moi j'avais 23 ans, ou 24 pour les... on rentre dans la vie active, c'est-à-dire qu'avant c'était pas du tout actif. Hein. Mais je me suis retrouvé à me dire merde, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Alors que j'ai passé 20 ans de ma vie à obéir gentiment à des profs ou des maîtres, à ingurgiter de l'information, à devoir la retraduire sous forme de devoir, etc. À devoir subir des matières que je n'avais pas choisies en fait. Donc je pense pas que ce soit une question d'adaptation. Parce que foncièrement, il y a beaucoup de gens qui sont adaptables au système. Mais quand on regarde, et je pense que c'est ça aussi qui intéresse beaucoup les entreprises, c'est d'avoir des gens engagés. En fait, aujourd'hui, je sais pas, il y a 85%, les sondages, les enquêtes, c'est 85% des salariés qui ne sont pas engagés en France, voire dans le monde. Hein. Une des raisons, c'est que beaucoup de gens ne font pas ce qu'ils aiment en fait dans la vie. Clairement. Parce qu'on ne leur a pas laissé la possibilité, pendant leurs 18-20 premières années, on leur a pas laissé la possibilité de se découvrir des passions. Donc là, je te rejoins, effectivement. Et j'allais dire, juste pour un peu défendre Raphaël, c'est pas la faute d'HEC. Ah non, mais... HEC arrive... Non, mais c'est super. HEC voilà. Merveilleux, merci. Ou merci les David. Autres, c'est pas surtout pas ce que je voulais dire. Pas la faute, c'est qu'effectivement, je suis persuadé que si on fait un sondage sûr. à l'entrée d'HEC, les étudiants ils rentrent chez HEC parce que c'est HEC. Mais clairement. Et que le deuxième elle n'en avait pas conscience à l'époque, ma sœur. Hein. Elle n'en avait pas conscience à l'époque. C'est après que... Ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'on rentre dans un truc, on fait plaisir, c'est la pression sociale, c'est bien de faire HEC parce que derrière, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on sait qu'on aura, ce que m'a dit ma mère. Elle m'a dit, mais David fait les arts et métiers, puis tu auras plein de portes ouvertes. Voilà. Bon, j'ai fait, puis au final, oui, j'avais plein de portes ouvertes, mais alors je ne sais pas quelle ouvrir. Quoi. Et je pense que c'est effectivement, je pense que le sujet, il est avant le supérieur, même si le supérieur est en train de se remettre en question. On le voit avec Simplon, on le voit avec l'école 42, on le voit avec plein. Aujourd'hui, ça remue beaucoup avec le Lyon et voire avec HEC, mais c'est avant, c'est le primaire, le secondaire, où en fait on contraint nos enfants à rentrer dans un moule qui est en train de se casser inexorablement. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, c'est que l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est l'école de la révolution industrielle. C'est l'école du 19e siècle. Ouais. À une époque où on est passé d'une société purement agraire à une société industrielle. On avait besoin de main-d'œuvre, et pour de main-d'œuvre obéissante, d'accord, minimum instruit pour pouvoir lire des instructions, et puis aussi une école qui permette de classer les gens, parce qu'il fallait de la main-d'œuvre, mais il fallait aussi des contremaîtres, et puis il fallait des directeurs d'unité, puis il fallait des directeurs d'usine. Et accessoirement de regagner la guerre contre les Allemands si on était à nouveau. Et en plus, il y a ça. Et donc après, c'est aussi des bons soldats. C'est juste après 70, Aujourd'hui, mais qui parmi vous a ces besoins en termes de je ne parlais même pas de talent, je parlerais juste de profil. Vous n'avez plus besoin de main-d'œuvre docile, obéissante. Vous avez besoin de gens qui soient créatifs, de gens qui ont besoin de coopérer, d'être dans l'intelligence qu'on appelle aujourd'hui collective ou collaborative. Vous avez besoin de gens qui savent prendre des initiatives. Moi, j'ai travaillé, alors j'ai une double casquette parce que je suis aussi consultant en transformation des organisations. J'ai travaillé pour un grand groupe d'assurance qui ont décrété d'un jour à l'autre qu'il fallait manager par la confiance. Donc, j'espère qu'il n'y a pas des gens de l'assurance ici, ils se reconnaîtront. Le management par la confiance, donc c'était d'un jour à l'autre, c'était confiance a priori, c'était droit à l'erreur, c'était plein de choses comme ça. Et en fait, tout le monde, alors que ce soit les managers et aussi les collaborateurs, sont en train de dire, attends, non, faire des erreurs, mais j'ai jamais appris à faire des erreurs. Et c'est vrai, dès l'âge de 3 ans, on vous met dans un système où dès que tu fais une erreur, alors tu as des smileys,
à la maternelle, et puis ensuite tu as des notes. Donc on ne nous apprend pas à faire des erreurs. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans des sociétés d'adultes, et là j'en reviens à vos enfants, vraiment, venez nous rencontrer pour les 5, mais on ne nous apprend pas à faire des erreurs. Donc on se retrouve dans des sociétés d'adultes totalement sclérosées, parce que qui dit prendre des initiatives dit risquer de faire des erreurs, et surtout il ne faut pas en faire, donc on ne fait rien. Ouais. Voilà. Alors, bon, enfin, Jean-Denis, si tu veux, mais il est 23. Tu veux encore Juste Ouais, non, parce que, alors, on va continuer, et en plus, vous pouvez continuer. De toute façon, bon, il y a une pause qui a sans doute commencé un peu. Je dis ça aussi parce que David est passionnant, que s'ils sont tous les deux là, parce qu'après, il y a Ramin qui va remettre une couche dans l'escalier, donc ça va être génial. C'est juste que, voilà, je voulais pas non plus que tu fasses le pitch de Ramin tout à l'heure, je sais pas si vous êtes coordonnés, mais bon, vas-y. Alors, on finit, on prend 2 minutes, et on termine vraiment, parce qu'après, il y a encore plein de choses qui vont se passer, voilà. Allez-y, parce que c'est génial. Témoignage très court. Jean-Christophe est engagé, puisqu'il en est le président, dans une aventure qui s'appelle le Crédir, où on reçoit des gens qui, à 40 ou 50 ans, se posent des questions sur leur carrière professionnelle. On leur fait raconter leur vie dans un récit de vie, on en a des centaines au compteur. Et quand on leur demande de raconter leur vie de 10 à 20 ans, ils parlent beaucoup plus de leurs activités de loisirs, de sport, leur camp scout et tous ces trucs-là que de l'école. Et de ce point de vue-là, ils ne sont pas tellement traumatisés. Mais par contre, pour ceux les 80% qui vont rester dans l'école traditionnelle, surtout des activités extrascolaires, parce que c'est un poumon qui sert énormément 20 ou 30 ans après. Je voulais compléter par rapport à l'approche pédagogique. J'ai tout à l'heure juste dit qu'on avait lancé tout ce qui était accompagnement carrière à HEC. C'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup. On a une démarche en l'occurrence en 3 temps pour justement aider à se poser la question de savoir qui on est, quelle est l'énergie qui nous fait avancer chaque matin et qui nous rend heureux. Et on estime que c'est notre responsabilité en tant qu'école. Bien sûr, il y a cette formation et cette pédagogie, alors learning by doing avec du digital, par groupe, learning en groupe. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais à côté de ça, donc j'en ai parlé tout à l'heure un tout petit peu, il y a les clubs, il y a le sport, mais il y a aussi l'accompagnement carrière. C'est extrêmement évident dans les pays anglo-saxons. Ça n'est pas du tout en France. Et voilà, nous, on a envie d'accompagner ça et de se dire, tout étudiant qui passe à HEC doit pouvoir, et qu'il ait 20 ans ou qu'il ait 45, hein, j'insiste, c'est pas une question d'âge, se poser la question de qui il est, de savoir quel est son petit moteur interne et quelle est l'huile qu'il faut qu'il mette dedans pour que ça avance tous les jours avec du plaisir. Parce qu'on a cette responsabilité en tant qu'école de dire, il faut que ce soit des individus qui soient bien dans leur peau et qui du coup maximisent la satisfaction et du coup les organisations soit qu'ils vont monter, soit qu'ils vont rejoindre. Donc j'insiste là-dessus, pour nous c'est un point fondamental. Et merci et un tonnerre d'applaudissements parce que franchement c'était un débat qui aurait pu durer encore. Merci beaucoup, génial.